Bonjour à tous. Je vous remercie tout d'abord d'être venu à cette invitation dans le cadre du cycle de conférences de vulgarisation scientifique que propose le lycée Eiffel. Alors je me présente, je suis Pierre Arroguet, je suis professeur de physique-chimie dans la classe de TSI du lycée. Et la conférence que je vais présenter aujourd'hui, que j'ai intitulée Un trou noir dans ma baignoire, a pour but d'essayer de vous expliquer comment on peut faire des manipulations sur les trous noirs en laboratoire, en étudiant de l'hydrodynamique. Donc pour commencer, pour être sûr que tout le monde parle de la même chose et qu'on ait bien les mêmes points de départ, on va essayer de voir ce que c'est un trou noir. Alors un trou noir, c'est un objet astronomique et il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour avoir un trou noir. Alors, un trou noir, c'est un objet massif. Et du coup, comme tous les objets massifs, ça va attirer les autres objets. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'apercevoir de leur existence. Et donc, pour ça, je voudrais commencer en revenant un petit peu, donc, 4 siècles en arrière, du temps de Galilée, fin du XVIe siècle. Comment les objets qui ont une masse s'attirent entre eux. Alors, vous savez que sur Terre, la force d'attraction s'appelle le poids. Donc le poids, c'est un vecteur. Il est proportionnel à la masse de l'objet que l'on est en train d'étudier et une grandeur qui s'appelle l'accélération de la pesanteur. Donc l'accélération de la pesanteur, on la représente souvent comme ceci. Elle est dirigée vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'étudie un système qui n'est soumis qu'à son poids, je peux appliquer le théorème de physique que je connais. Je sais que la masse fois son accélération, ça va être égal à la somme des forces, donc à son poids. Ce que je vois, c'est que de chaque côté de l'équation, il y a la masse qui apparaît. Du coup, je peux simplifier par la masse. Et ce que je vois, c'est que l'accélération, donc le rythme auquel la vitesse de l'objet que je suis en train d'étudier change, ne dépend pas de la masse de l'objet. Elle dépend que de l'accélération de la pesanteur. Donc Galilée, fin du VIe siècle, s'est rendu compte que pour des objets en chute libre, tous les objets, quelle que soit leur masse, auront le même mouvement, vu que leur vitesse change de la même manière. Donc ça, il y a des astronautes qui ont profité d'être sur la Lune. Sur la Lune, une fois qu'on est sur la Lune, il n'y a plus de frottement. Et donc, on n'a vraiment que des objets qui sont soumis à leur poids. Alors là, il y a David Scott qui est en train de vous présenter l'expérience. Alors, je suis désolé, j'ai pas le son. Là, il est en train d'expliquer qu'il a un marteau dans cette main, une plume dans celle-ci. Alors, il fait une petite blague. Là, leur module s'appelait module Falcon. Et du coup, ils ont pris une plume de faucon. Et il est en train de dire que une des raisons pour lesquelles ils ont pu aller sur la Lune, c'est grâce aux travaux de Galilée qui a commencé à développer la mécanique. Et du coup, il en profite pour vérifier cette hypothèse que tous les objets tombent avec la même vitesse. Donc il va bientôt lâcher le marteau et la plume. Petit suspense. Qui tombent effectivement avec la même vitesse. Ils arrivent sur le sol de la Lune en même temps. Du coup, il est content, il nous dit que Galilée avait raison. Il va faire un petit pas de danse, voilà. Et donc on voit que pour caractériser le mouvement d'un objet, soumis uniquement à son poids, il n'y a pas besoin de beaucoup de données, juste si on connaît sa vitesse initiale, vu qu'après sa vitesse elle va changer de la même manière quelle que soit la masse de l'objet, on a juste besoin de la vitesse initiale pour déterminer son mouvement. En particulier, si je veux m'intéresser à la possibilité d'envoyer quelque chose dans l'espace, je jette quelque chose en l'air, par exemple cette brosse. Je suis désolé, ça sera la seule expérience de l'exposé. La hauteur maximale que j'atteins, ça dépend que de la vitesse initiale que j'ai donnée à la brosse. Donc vous avez vu là sur le mouvement, si je fais l'étude juste cinématique, la position de la brosse change, sa vitesse change, au début elle va vers le haut, puis elle diminue en nombre, puis elle est dirigée vers le bas. Le seul truc qui ne change pas, c'est l'accélération, mais le problème c'est que si je veux déterminer l'altitude maximale, ça demande de faire un petit peu de maths, il faut intégrer 2 fois l'accélération pour trouver la position en fonction du temps, on cherche le moment où elle est maximale, ça se fait. Mais en tant que physicien, si on peut s'épargner des calculs, on va plutôt être un petit peu feignant. Et du coup, là, une manière plus rapide de déterminer l'altitude maximale atteinte, sans faire ces calculs d'intégrale, qui, bien qu'ils ne soient pas très fatigants, si on peut se les épargner, c'est toujours ça de gagner. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour s'épargner ces calculs? Il faut regarder ce qui est conservé au cours du mouvement. Et ce qui est conservé, c'est l'énergie totale. Alors l'énergie totale est composée de 2 parts. Il y a une partie qui est l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, elle est proportionnelle à la masse, à l'accélération de la pesanteur et à l'altitude qu'a l'objet. Plus un objet est haut, plus il a d'énergie potentielle de pesanteur. L'autre énergie qu'il faut regarder, c'est l'énergie cinétique.
un demi du produit de la masse par la vitesse au carré. Au cours du mouvement, qu'est-ce qui se passe? Bon, au départ, l'altitude est nulle. Par contre, j'ai communiqué une vitesse à l'objet. Donc son énergie cinétique est grande. Au fur et à mesure qu'il monte, son énergie potentielle augmente, vu que l'altitude augmente. Par contre, son énergie cinétique diminue, vu que la vitesse diminue. Arrive un moment où la vitesse s'annule. Dans ce cas, l'énergie cinétique est nulle. Et on n'a que de l'énergie potentielle. Et arrivé là, qu'est-ce qui se passe? L'objet retombe. Donc avec ça, on peut en déduire l'altitude maximale atteinte. À cause de cette compétition entre énergie potentielle et énergie cinétique, ce transfert de l'une à l'autre au cours du mouvement, on en déduit l'altitude maximale atteinte. Elle est proportionnelle au carré de la vitesse divisé par 2 fois l'accélération de la pesanteur. En fait, on dit juste que l'énergie potentielle maximale est égale à l'énergie cinétique au départ. Donc ça nous donne l'altitude maximale que l'on peut atteindre. Et vu que maintenant, on a une forme pour l'énergie potentielle, on peut essayer de regarder ce que ça donne sur un objet qu'on a envoyé dans l'espace. Alors mettons, quitte à faire les choses bien, on prend l'objet que l'humanité a envoyé le plus loin de la Terre. C'est la sonde Voyager 1 qui a été envoyée dans les années 70, si je ne me trompe pas. Donc c'est quelque chose qui a une masse de 800 kg, à peu près une Clio, et qu'on a envoyé, là, en ce moment, c'est aux confins du système solaire, donc 21 milliards de kilomètres de la Terre. Bon, j'ai tout pour calculer l'énergie potentielle qu'a cet objet. Je connais sa masse, je connais l'accélération de la pesanteur, à peu près 10 mètres par seconde au carré. Je connais l'altitude, 21 milliards de kilomètres. Je mets tout ça dans mon équation, je trouve 10 puissance 15 joules. 10 puissance 15 joules, c'est 1, suivi de 15 zéros, et le joule, c'est l'unité de mesure de l'énergie. Bon, c'est peut-être pas forcément très parlant, donc on va essayer de comparer ça à d'autres énergies que l'on estime considérables. Par exemple, l'énergie qui a été dégagée lors de l'explosion nucléaire d'Hiroshima. Bon, c'était une énergie considérable. L'énergie potentielle qu'a cet objet-là, c'est 16 fois cette énergie dégagée. Bon, alors la différence, c'est que l'énergie qui a été dégagée à Hiroshima, le gros problème, c'est qu'elle a été dégagée à un temps très court. Donc ça a produit une énorme puissance. Là, depuis les années 70, ça fait à peu près 50 ans, on pourrait se dire qu'en 50 ans, oui, on aurait pu avoir une énergie du même ordre de grandeur, sans tous les effets dévastateurs qu'a pu avoir la bombe d'Hiroshima. Un autre truc auquel on peut comparer, c'est les tonnes équivalent pétrole. En gros, une tonne équivalent pétrole, c'est l'énergie que l'on peut obtenir en brûlant une tonne de pétrole. Il se trouve que tous les comburants ont à peu près la même densité énergétique, donc on n'a pas besoin de faire de gros calculs. Ça veut dire que si on va envoyer ça à 21 milliards de kilomètres, avec notre formule d'énergie potentielle, il faut avoir brûlé 25 000 tonnes de carburant. Donc pour envoyer 800 kg à cette distance-là, il faut imaginer une fusée qui a une masse forcément supérieure à 25 000 tonnes. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc là, on se dit, il y a peut-être un petit problème sur ce que je suis en train de faire. Un deuxième problème, c'est que maintenant, cette sonde-là, elle continue à s'éloigner de la Terre. Pourtant, si on utilise cette formule, ça veut dire que l'énergie potentielle augmente, et pourtant, tous les moteurs sur cette sonde ont été coupés. Il n'y a rien qui lui fournit de l'énergie. Donc là, on est en train de se dire que, bon, je vais peut-être aller un petit peu vite en besogne, l'énergie potentielle, j'ai peut-être pas pris la bonne forme. Et du coup, je reviens sur mon cours de mécanique, et j'ai dit que le poids, c'était la masse fois l'accélération. Sauf que le poids, Newton, au XVIIe siècle, s'est rendu compte que c'était la manifestation sur Terre de la même force qui attire la Terre et la Lune. C'est ce qu'il a développé pour sa théorie de la gravitation universelle. Et il s'est rendu compte que la force d'attraction gravitationnelle entre deux objets massifs, elle est proportionnelle, la constante de proportionnalité et sa constante universelle de gravitation, à la masse des deux objets qu'on considère. Donc là, si petit m, c'est la masse de la pomme, grand M, la masse de la Terre, on peut mettre ça dans l'équation. Et puis c'est aussi proportionnel à l'inverse du carré des distances qui sépare les deux objets. Donc si on considère une pomme sur Terre, c'est quoi sa distance au centre de la Terre? C'est le rayon de la Terre plus l'altitude. Et on prend tout ça au carré. Donc là, je vois que ce que j'ai fait au tout début, mon expression pour la force n'était pas correcte, c'est pour ça que je ne peux pas l'utiliser dans l'espace. Mais on a vu que si on voulait l'altitude maximale, ce qu'il fallait regarder, c'était l'énergie potentielle. Bon, il se trouve qu'une fois qu'on a une force, on peut trouver une énergie potentielle associée. Alors, pas dans tous les cas, mais dans ce cas-là, on peut. Pour ceux qui ont un peu de sens en maths, on peut voir qu'en fin de compte, si on a une énergie potentielle, on obtient la force associée en dérivant par rapport à l'altitude. Donc on fait l'opération inverse, on a la force, on intègre, on va trouver l'énergie potentielle. Donc ça, c'est la forme que l'on doit retenir pour l'énergie potentielle. Il y a toujours cette compétition entre énergie potentielle et énergie cinétique, mais on doit changer la forme que l'on a retenue pour l'énergie potentielle. Bon, qu'est-ce que ça fait maintenant si j'ai un objet que je lance depuis le sol avec une vitesse v? Son énergie cinétique, c'est un demi de mv carré, ça n'a pas changé, l'énergie cinétique.
Et par contre, pour l'énergie potentielle, bah, je prends cette équation, je dis que je le lance depuis une altitude nulle, donc ça me donne cette forme pour l'énergie potentielle. Et maintenant, je suis en train de me demander à quelle vitesse je dois l'envoyer pour l'envoyer dans l'espace. Bah, si je l'envoie dans l'espace, ça veut dire que cette altitude, elle va devenir très grande. Idéalement, même, elle va tendre vers l'infini. Donc l'énergie potentielle, je divise quelque chose de fini par quelque chose d'infini, bah, j'obtiens une énergie potentielle qui tend vers 0. Et par contre, si je veux que la chose que j'ai envoyée, le système que j'ai envoyé dans l'espace continue à s'éloigner de la Terre, bah, il ne faut pas que l'énergie cinétique se soit annulée. Bah, si l'énergie cinétique s'annule, bah, il va continuer à être attiré par la Terre et il va retomber. Donc la condition pour envoyer quelque chose dans l'espace, c'est que l'énergie cinétique soit toujours positive. Donc maintenant, je peux faire mon calcul. Je sais que la somme de l'énergie potentielle et l'énergie cinétique doit être conservée. Ça veut dire que dans l'espace, bah, l'énergie totale, elle est positive. J'ajoute quelque chose de positif à quelque chose qui tend vers 0, c'est quelque chose de positif. Donc au départ, je dois avoir une énergie totale positive. Donc l'énergie cinétique en demi de mv carré doit être plus grande que la masse de l'objet que je suis en train d'envoyer, la masse de l'astre sur lequel je suis, la constante universelle de gravitation, divisée par le rayon de ce que je suis en train de considérer. Ça définit ce qu'on appelle la vitesse de libération. Il suffit juste de dire que bah, cette partie-là doit être plus grande, enfin en tout cas la somme des deux énergies doit être positive. Et on trouve la vitesse de libération. On connaît la constante universelle de gravitation, on connaît la masse de la Terre, on connaît le rayon de la Terre, on met tout ça dans l'équation, et on trouve par exemple pour la Terre une vitesse de libération de 11 km par seconde. Donc ça, c'est la vitesse que l'on doit fournir à un système pour qu'il reste en orbite. Bon, ben très bien. Ça, c'est le premier ingrédient dont on a besoin pour fabriquer un trou noir. Là, on a la partie qui concerne les masses. Donc on voit que pour que quelque chose s'échappe d'un astre, il doit avoir une vitesse plus grande que la vitesse de libération. Et arrive en 1905 Einstein, qui avec la théorie de la relativité restreinte, nous dit qu'il est impossible pour un objet matériel de dépasser la vitesse de la lumière. Or, la vitesse de libération, bah, je vois qu'elle dépend de la masse de l'astre que je suis en train de considérer et son rayon. Imaginons maintenant un astre qui a une très grande masse et un très petit rayon. Bah, sa vitesse de libération, elle peut être plus grande que la vitesse de la lumière. Dans ce cas-là, ça veut dire que rien ne pourra s'échapper de cet astre. Donc je peux me mettre à la surface de ces astres, essayer de jeter des trucs en l'air, bah, quelle que soit la vitesse que je vais leur donner, elle sera plus petite que la vitesse de la lumière, qui est elle-même plus petite que la vitesse de libération. Donc il n'y a rien qui va pouvoir s'échapper. Et même, la lumière ne va pas pouvoir s'échapper. Si je me mets sur cet astre-là avec un laser et que j'essaie de pointer quelque chose qui est à l'extérieur, la lumière n'arrivera pas à sortir. La lumière est piégée. Donc c'est ça qui définit un trou noir. Donc en gros, ce qu'il faut retenir pour un trou noir, bah, il faut mettre beaucoup de masse dans une petite partie de l'espace. Il faut que grand M soit très grand et que le rayon soit très petit. Enfin, très petit. Toute proportion gardée. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser à quelques propriétés des trous noirs. Alors le cadre adapté pour décrire les trous noirs, c'est pas exactement celui de la relativité restreinte. Là, je vous ai fait une présentation très simplifiée. C'est le cadre de la relativité générale. Dans ce cadre-là, bah, les masses courbent l'espace-temps. Ce que ça veut dire, c'est que la lumière va plus se propager en ligne droite, les chemins les plus courts sont plus des lignes droites, dans un espace courbe, et en plus, on obtient de la dilatation du temps due aux effets gravitationnels. Donc pour quelqu'un qui est à l'extérieur, bah, les choses ont l'air de se passer plus lentement. Alors ces équations de la relativité générale qui ont été développées par Einstein, c'est des équations de géométrie différentielle, c'est assez compliqué. Le premier à les avoir résolues, c'est Schwarzschild, physicien allemand en 1916. Bon alors les Allemands en 1916, ils n'étaient pas en train de s'amuser, les Français non plus. Lui en 1916, il était dans les tranchées. Donc entre deux obus d'artillerie française, bah, il avait son petit papier, son petit crayon, et puis il s'est amusé à résoudre les équations d'Einstein. Bon, comme je vous l'ai dit, ces équations-là, c'est des équations qui sont très compliquées. D'ailleurs, entre le moment où Einstein les a écrites et le moment où on les a résolues, il s'est déjà écoulé 1 an. Du coup, forcément, il a dû faire des simplifications. Les simplifications qu'il a faites, bah, c'est qu'il a considéré un astre à symétrie sphérique et qui n'avait pas de rotation sur lui-même. Ça, c'est le cas en fait le plus simple pour décrire la géométrie différentielle autour d'un trou noir. Et en son honneur, bah, on a appelé le rayon de Schwarzschild, ce rayon-là, qui dépend que de la masse d'un astre. Pour un astre donné, bah, si je calcule 2 fois sa masse fois la constante universelle de gravitation et je divise par la vitesse de lumière au carré, ça définit ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Alors, en fait, ça correspond à quoi? Bah, ça correspond à regarder quel rayon il devra avoir pour que sa vitesse de libération soit égale à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, si je prends un astre donné, si son rayon est plus petit que le rayon de Schwarzschild, sa vitesse de libération bah, va être plus grande que la vitesse de la lumière. Donc on aura un trou noir. Ça va être ça la définition d'un trou noir. Le rayon est plus petit que le rayon de Schwarzschild. On parle aussi d'horizon
du trou noir pour le rayon Schwarzschild. Alors on peut calculer le rayon Schwarzschild pour quelques astres. Bah, par exemple pour la Terre, on met dans cette équation la masse de la Terre, la vitesse de la lumière, la constante universelle de gravitation. On calcule, on trouve 9 mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut faire un trou noir qui a la même masse que la Terre, bah, il faut concentrer toute la masse de la Terre dans un astre de rayon plus petit que 9 mm. Donc quelque chose qui tient sur le pouce. Hein. On peut faire la même chose pour le Soleil. On prend le Soleil, toute la masse du Soleil. C'est quasiment toute la masse du système solaire. Hein. Donc là, on est des ordres de grandeur plus grands en termes de masse. Bah ça, un trou noir qui aurait la masse du Soleil aurait un rayon plus petit que 3 km. Bon, et après, au centre de notre galaxie, il y a un trou noir qui s'appelle Sagittarius A, et qui, lui, bah, on peut connaître sa masse, et en fin de compte, ça veut dire que son rayon, lui, doit être plus petit que 17 fois le rayon du Soleil. Alors 17 fois le rayon du Soleil, on peut se dire que c'est considérable. C'est sûr, à notre échelle, c'est considérable. Par contre, la masse de ce trou noir est d'une quantité phénoménale qu'on ne peut même pas appréhender. Déjà, la masse du Soleil, alors la masse de la Terre, c'est déjà dur de voir à quoi ça pourrait correspondre. La masse du Soleil, encore plus. La masse de cet objet-là, je préfère ne pas en parler. Donc voilà pour les trous noirs. Alors les trous noirs, il y a deux mécanismes principaux de formation qui correspondent en fin de compte de quoi, à partir de quoi ils ont été créés. Alors les trous noirs stellaires ont été créés à partir d'une étoile. Alors c'est une étoile très massive. On va voir juste après pourquoi. En fin de vie, cette étoile massive, il n'y a plus aucune raison, il n'y a plus de réaction nucléaire à l'intérieur, donc il n'y a plus rien qui repousse les atomes. Et du coup, toutes les particules sont attirées les unes sur les autres à cause de la gravitation. Ça s'effondre. La plupart du temps, ça va créer une supernova qui va éjecter plein de matière, mais il y a de la matière quand même qui va rester à l'intérieur. Si la matière qui reste est au moins plus grande que 3 masses solaires, dans ce cas-là, on pourra observer un trou noir. L'autre mécanisme de formation, ce qu'on appelle l'accrétion de matière au centre des galaxies, en gros, aux origines de l'univers, il y avait de la matière un petit peu partout, mais qui n'était pas répartie de manière très uniforme. Donc les endroits où il y avait plus de matière, la masse était plus grande, donc ça attirait un petit peu plus de matière. Et donc cet apport de matière de plus en plus grand a fait que ça a apporté encore plus de matière. Un genre de cercle s'est établi. Et du coup, on a réussi à concentrer beaucoup de masse dans une portion de l'espace suffisamment petite pour avoir un trou noir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Dans les deux cas, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des astres dans lesquels la force de gravitation est compensée par aucune autre force. Au niveau de la Terre, la raison pour laquelle la Terre ne s'effondre pas sur elle-même à cause de la gravitation, c'est la répulsion électrostatique. Les atomes n'arrivent pas à se rentrer les uns dans les autres à cause de leur cortège électronique. Si on imagine plus de matière, la gravitation va être plus forte, les atomes vont pouvoir rentrer en contact les uns avec les autres, et ça va commencer à créer des réactions nucléaires, dues à l'interaction nucléaire faible. Ça, c'est ce qui se passe dans les étoiles, par exemple le Soleil. Mettons qu'au bout d'un moment, la masse soit encore plus grande et que cette interaction nucléaire faible ne soit pas suffisante, c'est l'interaction nucléaire forte qui va assurer le fait que la gravitation n'écrase pas toute la matière au même endroit. Ça, c'est ce qu'on va obtenir dans une étoile à neutrons. Et puis, si on a encore plus de matière, la gravitation va être plus forte que l'interaction nucléaire forte, et là, on aura un trou noir. Donc voilà pour les mécanismes de formation des trous noirs. Alors maintenant, on peut essayer d'avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble un trou noir. Donc ça, c'est une vue d'artiste que j'ai prise sur le site de la NASA. On s'attend à ce que si on pointe un télescope vers un trou noir, on observe à peu près ça. Évidemment, le trou noir, cette partie-là. Du coup, par rapport à tout le reste du ciel, la portion du ciel qui est derrière, elle a envoyé de la lumière vers nous, certes, mais qui a été bloquée par la face qui est derrière nous du trou noir. Si c'est une sphère, de l'autre côté, ça nous bloque la lumière, de la même manière qu'on ne peut pas voir les étoiles qui sont derrière la Lune, la nuit. Là, ça bloque la lumière qui vient des étoiles qui sont derrière. Et il n'y a aucune lumière, par contre, qui nous vient de sa surface, contrairement à la Lune. Donc, on observe bien dans le ciel un trou noir. Un autre effet que l'on peut voir, et qui va nous intéresser par la suite, c'est par exemple le fait que cette étoile-là, ici, elle ressemble vraiment beaucoup à celle-là. Ça va venir du fait que, comme je vous l'ai dit, autour des trous noirs, la masse est tellement importante qu'elle a courbé l'espace-temps, et que du coup, la lumière ne suit plus des lignes droites. Donc en fait, cette étoile, elle n'est pas dans cette direction-là, ni dans cette direction-là, elle est derrière le trou noir, un petit peu décalée, et il y a des rayons lumineux qui font le tour du trou noir d'un côté, donc on a l'impression qu'elle vient d'une autre position, et le tour du trou noir de l'autre côté.
Donc on observe deux images de la même étoile. Alors après, en spectroscopie, on pourrait regarder par exemple quelle est sa composition avec son spectre. On peut avoir sa composition, sa vitesse, etc. Et on va s'apercevoir que ces deux étoiles, elles ont toutes leurs caractéristiques qui sont les mêmes. Du coup, ça veut dire que c'est la même étoile. On appelle ce phénomène le phénomène de lentille gravitationnelle, vu qu'on a courbé les rayons lumineux comme avec une lentille optique, mais à cause de la gravitation. Un autre effet, là, enfin plutôt le même effet, mais sur une étoile qui est un petit peu plus proche du centre, ça donne des arcs de cercle. On va voir, en fin de compte, l'image de l'étoile est tellement déformée par la lentille gravitationnelle qu'elle se dispose en arc de cercle. Donc ça, c'est ce qu'on s'attend à voir si on pointe un télescope vers un trou noir. Alors une question que l'on se pose souvent, c'est est-ce qu'un trou noir, ça aspire la matière? Là, souvent, dans les films de science-fiction, on imagine que tout ce qui passe pas très loin d'un trou noir va être aspiré par ce trou noir. En fait, c'est pas du tout le cas. Un trou noir, c'est juste de la masse. Donc une fois qu'on est loin de l'horizon du rayon de Schwarzschild, il se passe comme si on avait de la masse, donc que de la gravitation. Par exemple, si on remplace le Soleil par un trou noir de rayon de Schwarzschild de 3 km, donc par un trou noir qui aurait la même masse, ça ne change rien à l'orbite de la Terre autour du Soleil. La Terre continuera à tourner autour de ce trou noir en 365 jours. Le seul truc que ça va changer, c'est que forcément, on n'aura plus l'alternance jour-nuit, vu qu'il n'y aura pas quelque chose autour duquel on tourne qui émet de la lumière. Donc si une planète ou une étoile passe à proximité d'un trou noir, elle va juste tomber dessus de la même manière qu'une pomme tombe sur la Terre. Donc là, la NASA a fait aussi des simulations. Là, c'est une simulation de ce qui se passe pour une étoile qui passe à proximité d'un trou noir. On va voir l'étoile qui arrive par ici, et le trou noir sera par là. Et en fait, là, il y a une partie de la masse qui est la plus proche, qui est attirée par le trou noir, par attraction gravitationnelle, et qui finit par tomber dessus. Et puis, en fin de compte, toute l'étoile, là, elle est passée trop près, donc elle finit par tomber intégralement autour du trou noir. Alors après, il se passe que, vu qu'il y a plein de masse qui vient se concentrer autour du trou noir, ça chauffe, du coup, ça fait beaucoup de lumière. Et puis, on a le trou noir au milieu. Donc voilà ce qu'on s'attend à voir pour le passage d'une étoile à proximité d'un trou noir. Bon, maintenant, une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe pour moi si je tombe dans un trou noir? Imaginons que je tombe dans un trou noir les pieds en avant. De la même manière que là, la partie de l'étoile qui était la plus proche du trou noir a été attirée plus forte que la partie qui était à l'extérieur. Ça a produit un effet de traction sur l'étoile qui a fini par lui donner cette forme un petit peu de filament. Il va se passer la même chose pour moi. Mes pieds sont plus proches du trou noir. Vu que la force de gravitation, elle est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Elle va être la force qui s'exerce sur mes pieds, elle est plus grande que celle qui s'exerce sur ma tête. Donc c'est comme si j'étais étiré. Hawking a proposé le mot de spaghettification pour expliquer ça. C'est un joli mot, mais pour dire que vous allez être déchiré par les forces de marée. Alors on peut même faire quelques petits calculs. Pour un trou noir stellaire, vu qu'ils sont plus petits, la gravitation varie plus rapidement. Donc au niveau de avant l'horizon, vous allez être tout déchiré, tout démembré. Ça, c'est ce qui se passe si vous êtes avec une combinaison spatiale. Si vous êtes dans un vaisseau spatial, c'est le vaisseau qui va être totalement désintégré. Et ça arrive avant l'horizon. Pour un trou noir supermassif, ça va arriver après. Mais dans les deux cas, mettons qu'il se passe ça avec quelqu'un qui vous observe depuis l'extérieur. Vous, quand vous allez vous rapprocher du trou noir, vous allez avoir... Excusez-moi. Oui, donc ce que je disais, c'est que, en fin de compte, à proximité d'un trou noir, à cause des effets gravitationnels, le temps semble figé pour l'observateur extérieur. Donc, votre ami qui est en train de vous regarder tomber dans le trou noir, qu'est-ce qu'il va voir? Il va vous voir vous approcher du trou noir de plus en plus lentement. Alors, si c'est un trou noir stellaire, il va pouvoir vous faire démembrer en prenant un temps de plus en plus long. Si c'est un trou noir supermassif, il ne verra pas grand-chose, mais il ne vous verra jamais franchir l'horizon. Il n'y a pas de moment où vous allez disparaître. Le temps semble figé, vous allez sembler immobile, et du coup, pour l'observateur extérieur, ça va prendre une éternité pour vous voir partir. Donc dans les deux cas, que ce soit pour vous ou pour celui qui est en train d'observer, ça n'a pas l'air d'être une expérience très agréable. Bon, maintenant, je vous ai parlé que de trous noirs d'un point de vue théorique. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ça existe, ces objets? Alors on a des observations, d'abord des observations indirectes. Forcément, vu qu'il n'y a aucune lumière qui est émise du trou noir et que dans l'espace, il nous faut des signaux qui soient transmis sans support matériel, la première chose que l'on peut regarder, c'est la lumière. Mais il n'y a aucune lumière qui nous vient des trous noirs. Donc on est un petit peu bloqué pour les observer directement comme ceci. Par contre, qu'est-ce qu'on peut regarder? Si on a une étoile qui passe à proximité d'un trou noir, on peut regarder comment elle bouge. Donc comment elle a été déviée. Donc on va pouvoir déterminer
la masse du truc autour duquel elle tourne. Donc si on voit une portion de l'espace avec une grande masse qui émet pas de lumière et une masse suffisamment grande pour dévier de telle sorte une étoile, bah c'est qu'a priori, on a un trou noir. En fin de compte, ça pourrait être autre chose, mais la seule explication que l'on a à ce jour, bah ça va être un trou noir. L'autre effet, c'est de regarder justement ces effets de lentille gravitationnelle. Alors on a des observations expérimentales où on voit justement des étoiles similaires. Alors par exemple, il y en a une qui s'appelle la croix d'Einstein où justement on voit 4 fois la même image. Enfin, on voit 4 images différentes de la même étoile. Donc ça, c'est un effet indirect de la présence d'un trou noir. Parce qu'en gros, on voit ces 4 images de la même étoile. Donc on sait que ça a été dévié par de la masse. Et par contre, au centre, on voit rien. Donc on sait que des rayons lumineux ont été déviés par une grande masse, mais qui n'émet pas de lumière. Là aussi, la seule explication que l'on a, c'est les trous noirs. Donc là, c'est la partie de l'information qui peut nous venir de l'espace, donc qui est transmise par le spectre électromagnétique. Il y a un deuxième type de signal qui se propage dans l'espace, dans le vide, c'est les ondes gravitationnelles. Alors pour ça, je vais aller assez vite. De toute façon, vous avez eu la conférence de M. Vaupré qui vous a déjà tout expliqué. Mais en gros, une masse, ça courbe l'espace-temps. Très bien. Mettons que vous mettiez un bâton dans de l'eau. Ça ne va pas créer de vagues à la surface de l'eau si vous ne bougez pas. Par contre, si vous commencez à bouger ce bâton, vous allez créer des vagues qui vont se propager à la surface de l'eau. Donc si on met une grande masse à un endroit donné, ça va courber l'espace-temps. Et si cette masse, elle se met à bouger, elle va courber l'espace-temps de manière différente au cours du temps. Donc ça va créer des vagues, qu'on appelle les ondes gravitationnelles, dans l'espace-temps. Alors ces ondes gravitationnelles, pendant un moment, c'était aussi une prédiction théorique. On a eu beaucoup de mal à les observer expérimentalement. Mais ça a été fait en 2015. Donc là, M. Vaupré vous a déjà tout expliqué. Je suppose qu'il vous a déjà montré cette image tirée d'article qui a montré l'existence des ondes gravitationnelles. En gros, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En gris, c'est les données expérimentales. Et puis en rouge, c'est ce qu'on s'attend à observer si deux trous noirs, avec les masses bien choisies, si deux trous noirs commencent à se tourner autour avant de fusionner. On voit qu'il y a un parfait accord entre la théorie et l'expérience. Du coup, là aussi, la seule explication que l'on a à ce jour pour expliquer ce signal observé, c'est la fusion de deux trous noirs. Donc, ça prouve l'existence de trous noirs. Donc voilà pour l'existence des trous noirs. Alors, depuis tout à l'heure, je vous dis que les trous noirs, c'est des objets qui ont une vitesse de libération tellement grande que rien ne peut s'échapper. Alors, en tant que physicien, c'est un petit peu gênant. Ça veut dire qu'on ne peut pas extraire d'énergie, il n'y a pas de rayonnement qui va nous en parvenir. Du coup, ça va être dur d'avoir des informations dessus, à part de manière indirecte. Mais il se trouve que, début des années 70, Bekenstein, physicien israélien, s'est rendu compte que la surface du trou noir, plutôt là, je parle du rayon de Schwarzschild, mais si on a un astre sphérique avec son rayon, on peut définir sa surface. Et en fin de compte, c'est la surface le paramètre important pour décrire un trou noir. Parmi ces paramètres importants pour décrire un trou noir, en fait, il n'en suffit que 4. La masse qu'il y a dans la masse du trou noir, sa surface, son moment cinétique, ça c'est est-ce qu'il tourne sur lui-même ou pas, et sa charge électrique. Il n'y a aucune raison qu'il soit neutre électriquement. On pourrait imaginer par exemple qu'il y ait plus d'électrons que de protons dans le trou noir, et du coup il aurait une charge électrique négative, ce trou noir. Donc il y a besoin de très peu de paramètres pour décrire un trou noir. Et il se trouve qu'en plus, parmi ces paramètres, il y en a un, la surface, qui est similaire, avec lequel on peut tracer une analogie avec l'entropie. L'entropie, c'est une grandeur thermodynamique qui correspond en gros à quel est le désordre dans l'objet qu'on est en train de considérer. Par exemple, entre un solide, un liquide ou un gaz, l'entropie est différente. Parce que dans un gaz, les particules volent un petit peu dans tous les sens, ont des vitesses très désordonnées, alors que dans un solide cristallin, les molécules ou les particules qu'on est en train de regarder bougent très peu et ont une position bien définie. Donc le désordre est plus grand dans un gaz que dans un solide. Donc ça change l'entropie. Et du coup, on voit bien avec cette analogie que l'entropie, cette affaire de désordre, c'est relié à la température. C'est relié de manière fondamentale à la température. Donc en gros, si on a un système thermodynamique pour lequel on peut définir une entropie, il y a forcément une température associée. Et s'il y a une température associée, alors il y a un rayonnement. Par exemple, le Soleil, il a une température d'environ 6000 degrés. Il émet un rayonnement électromagnétique dans le visible. Nous, température d'environ 30 degrés Celsius, donc environ 300 Kelvin. On émet aussi un rayonnement. Le problème, c'est que le rayonnement qu'on émet, il n'est pas dans le visible,
il a une longueur d'onde plus grande parce que notre température est plus faible. Cette longueur d'onde plus grande, ça correspond à une énergie plus faible, et c'est celle qui est détectée par les caméras infrarouges dans les lunettes à vision nocturne. Le problème pour les trous noirs, c'est que la seule longueur qui est accessible, que l'on peut décrire avec ces paramètres-là, ça correspond au rayon de Schwarzschild. Donc la longueur d'onde du rayonnement, elle va être gigantesque. Et donc cette longueur d'onde gigantesque, ça correspond à une température très très faible, de l'ordre du micro-Kelvin. Donc là, si vous vous souvenez de la conférence de M. Vautrin, on est à 10-6 Kelvin, donc on a des températures qui sont extrêmement peu accessibles. Donc c'est un rayonnement qui est quasiment indétectable. Alors ce rayonnement s'appelle rayonnement de Hawking, parce qu'en 1974, c'est lui qui a réussi à proposer une explication. En fait, il y avait pas une querelle, mais ils n'étaient pas tout à fait d'accord entre Bekenstein et Hawking, parce que justement, quand Bekenstein a dit que la surface, on pouvait associer une entropie, tout ce raisonnement, ça voulait dire qu'il y avait un rayonnement d'un trou noir. Et Hawking était catégorique, pensait que non, par définition, un trou noir, il n'y a rien qui peut s'échapper. Donc il ne peut pas y avoir de rayonnement. Et puis en force de discussion entre eux, Hawking a fini par se rendre compte que s'il pouvait y avoir un rayonnement qui était créé, c'est juste que si on regarde le vide qui est à proximité du rayon de Schwarzschild, le vide, en mécanique quantique, c'est jamais totalement vide. Il y a tout le temps création et annihilation de paires de photons. Et imaginons une paire de photons qui est créée très proche de l'horizon. Va y avoir un des photons qui va être un petit peu plus attiré par le trou noir, celui qui est plus proche, et donc il va disparaître dans le trou noir. Et donc son copain, l'autre photon, va pas pouvoir être annihilé, vu qu'il est tout seul maintenant, donc il n'y a rien qui peut l'annihiler, et donc il va s'échapper. Et donc c'est comme ça qu'il y a du rayonnement qui peut partir du trou noir. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que ce rayonnement, il est quasiment indétectable parce qu'il a une température très faible et que le fond de l'univers, tout le fond de l'univers, a une température d'environ 3 Kelvin. Donc ça serait comme essayer de regarder la lumière d'une bougie alors qu'il y a des projecteurs de défense, de DCA, de défense anti-aérienne qui sont braqués dans votre tête. Forcément, c'est quasiment indétectable. Donc ça, c'est la première forme d'information qu'on pourrait tirer d'un trou noir en regardant son rayonnement de Hawking. La deuxième a été développée par Penrose, fin des années 60, et s'appelle la superradiance. Alors ça, pour l'expliquer, je prends une analogie, imaginez que vous ayez une balle rebondissante, avec une élasticité parfaite. Si vous la jetez avec une vitesse V contre un mur, elle va vous revenir avec la même vitesse V, la même énergie cinétique. Maintenant, imaginez qu'au lieu de la jeter sur un mur, vous la jetez sur une voiture qui est en train de se rapprocher de vous. La vitesse avec laquelle elle va vous revenir, elle va être plus grande. Si la voiture, par contre, à l'inverse, s'éloigne, ou je la jette avec une vitesse V, elle va vous revenir avec une vitesse plus faible. Qu'est-ce qui s'est passé pour la voiture qui arrivait en face de vous? La balle rebondissante a gagné de l'énergie cinétique, et la voiture en a perdu un petit peu. Pour la voiture qui est en train de partir, c'est l'inverse, la voiture va être un petit peu accélérée, et du coup, la balle un petit peu ralentie. Donc maintenant, au lieu de prendre des voitures, imaginez que vous êtes à côté d'un manège, donc quelque chose qui est en train de tourner. Si vous jetez du côté où ça s'éloigne de vous, vous allez perdre de l'énergie cinétique, ça va accélérer le manège. Si vous jetez du côté où les chevaux sont en train de se rapprocher de vous, vous allez gagner de l'énergie cinétique en ralentissant un petit peu le manège. Et du coup, Penrose s'est dit la même chose. On pourrait faire ça avec un trou noir en rotation, en fait. Si on calibre bien l'affaire, on envoie un système dans la région du trou noir. Alors, faire attention, il ne faut pas dépasser l'horizon du trou noir, là, cette partie-là. Si on la dépasse, on ne pourra pas en sortir. Donc forcément, il ne faut pas aller jusque-là. Par contre, il y a toute une zone où on peut ressentir la rotation du trou noir. Ça s'appelle l'ergosphère. Dans cette zone-là, on voit que le trou noir est en train de tourner. Et du coup, si on calibre bien les choses, on va pouvoir, sur ce qu'on a envoyé, le désintégrer en deux parties. Une partie qui va servir à ralentir le trou noir, donc diminuer l'énergie du trou noir. Et il y a une partie qui va partir. Et par conservation de l'énergie, comme tout à l'heure, forcément, ce qu'on va récupérer ici, c'est plus d'énergie que ce qu'on a envoyé au départ. Vu qu'entre-temps, le trou noir a perdu de l'énergie. Ça, c'est ce processus de superradiance qui, a priori, nous dit que l'on va pouvoir extraire de l'énergie des trous noirs. On va en extraire de l'énergie, à force de le ralentir, à un moment, il ne tournera plus, et là, on ne pourra plus extraire d'énergie. Mais, a priori, les trous noirs en rotation sont les trous noirs les plus courants qu'il y a dans l'espace. Donc, il n'y a pas de raison théorique qu'on ne puisse pas extraire de l'énergie de ces trous noirs. Donc ça, c'est deux choses, rayonnement de Hawking et superradiance. Ça donne des... Alors, ce sont des prédictions théoriques, donc on aimerait bien pouvoir les tester, mais on ne peut pas les tester directement sur les trous noirs. Et ça donne une piste sur comment on pourrait extraire de l'énergie.
Et du coup, pour pouvoir faire des expériences, bah, on essaie de développer des modèles. Et le modèle que je vais vous présenter, c'est celui dont je vous ai parlé, l'analogie entre les écoulements hydrodynamiques et la gravitation. Alors celui qui a développé cette gravitation analogue, c'est Unruh en 81. Donc vous voyez, ça a attendu longtemps après le développement de la relativité générale. Mais il a vu qu'il y avait une analogie entre comment la lumière se propage autour des trous noirs et comment les ondes de surface ou le son se propagent dans un fluide en écoulement. Donc plutôt que de représenter des ondes de surface ou du son, on va représenter ça par des poissons. Imaginez que des poissons qui peuvent nager à une vitesse V sont dans une rivière qui coule de plus en plus vite. Tant qu'ils sont ici, la vitesse de la rivière est plus faible que la vitesse qu'ils peuvent atteindre. Donc ils vont pouvoir se déplacer et s'échapper, remonter le courant. Arrivé ici, à ce point de non-retour, la vitesse est égale à leur vitesse maximale, donc ils ne peuvent plus avancer. Ils sont piégés par la rivière. Et puis après, s'ils continuent à tomber, la vitesse est encore plus grande, et du coup là c'est sûr, ils ne pourront plus sortir. Donc c'est cette analogie-là qui a été développée. On étudie la propagation d'ondes dans un fluide en écoulement, et en fin de compte, tout le but est d'avoir un écoulement qui va plus vite que la vitesse de propagation de ces ondes. Alors, mardi soir, je suis tombé sur cette vidéo, je trouvais que c'était bien adapté. Là, on a un fluide en écoulement, un canard qui arrive, et au bout d'un moment, le canard ne peut plus faire demi-tour. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'il arrive un moment où le canard il est piégé, de la même manière que la lumière elle est piégée dans un trou noir. Donc pour revenir sur la gravitation analogue, vous voyez qu'il faut déjà un petit bagage mathématique pour voir que cette équation ici, elle est analogue à celle-ci. Qu'on va pouvoir décrire la même physique. Alors là, je pourrais faire un petit sondage, mais ce serait pas très amusant. Mais j'imagine que c'est même pas forcément évident pour vous de savoir laquelle de ces deux équations traduit la relativité générale et laquelle traduit l'écoulement. Bon, pour info, c'est celle-ci, la relativité générale. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de termes que c'est plus facile à résoudre. Hein. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Une fois qu'on sait faire cette analogie entre relativité générale et écoulement de fluide, il est possible de faire des expériences d'écoulement de fluide en laboratoire. On remplit des cuves, on les vide de manière calibrée, on fait des mesures dessus. Ça prend une pièce qui est clairement plus petite que cet amphi, et on peut faire des expériences. Donc c'est pour ça, parce que l'on peut avoir un analogue de trou noir dans des écoulements, que j'ai intitulé de manière un petit peu extrapolée, un trou noir dans une baignoire. Et donc, comme réalisation expérimentale, on a voulu vérifier justement ces prédictions sur le rayonnement de Hawking. Alors le problème, c'est que le rayonnement de Hawking, il est dur à mettre en évidence expérimentalement dans ce cas, parce que, encore une fois, ça correspond à des énergies très très faibles. Donc plutôt que de regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir d'un endroit où rien ne peut rentrer, ce qu'on fait, Weinfurthner et ses collègues, c'est d'utiliser la symétrie par renversement du temps des équations de la relativité générale. Ça, c'est un grand mot pour dire qu'en gros, si vous filmez un phénomène de relativité générale, donc par exemple la lumière à proximité d'un trou noir, et que vous passez le film à l'envers, ça ne contredit pas les lois de la physique. Ça veut juste dire que théoriquement, il peut exister un objet, qu'on appellerait un trou blanc, dans lequel rien ne peut rentrer. Et du coup, Weinfurthner et ses collègues, ils ont fait l'analogue là, alors c'est ce genre de dispositif. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pompe qui envoie de l'eau par ici, cette butée là, excusez-moi, sert à accélérer l'eau, on diminue la profondeur et en fait la vitesse de l'écoulement dépasse la profondeur. Du coup ça sert à accélérer l'eau, et là ici, on a quelque chose, un batteur qui envoie des ondes planes, et on est en train d'essayer de les faire rentrer dans quelque chose où rien ne peut rentrer. Et on regarde ce qui se passe. Donc eux, ils ont fait ça en 2010, ça a à peu près le même marché, ils ont réussi à voir qu'il y avait des trucs qui étaient un petit peu absorbés. En 2016, il y a eu deux autres équipes qui ont fait des expériences un petit peu similaires pour montrer le rayonnement de Hawking. Alors Steinhauer, lui, s'est simplifié la vie. Alors, simplifier la vie, c'est un bien grand mot. Il s'est débarrassé de tous les effets thermiques en regardant ce qui se passait dans un condensat de Bose-Einstein. Donc condensat de Bose-Einstein, je vous invite à vous rappeler de la conférence de M. Vautrin. Mais c'est un état de la matière que l'on obtient à très basse température. Donc forcément, si on a à très basse température, on n'est plus perturbé par les effets thermiques. Du coup, ça, c'est une source d'incertitude expérimentale dont on s'est débarrassé. Bon, le prix à payer, c'est qu'il faut refroidir ça à des températures très faibles. Donc quand je dis que c'est faciliter la vie, c'est pas tout à fait vrai. Et puis il y a une autre équipe qui, elle, a fait un petit peu la même chose que Weinfurthner, mais a regardé quelles étaient les corrélations, donc qu'est-ce qu'on pouvait déduire entre ce qu'on avait envoyé dans le trou noir et ce qu'on récupérait, pour en déduire ce qui avait été absorbé. Et du coup, ça donne un petit peu plus d'informations que juste regarder ce qui est absorbé.
Bon, mais tout ça, c'est des travaux qui sont toujours en cours, parce que justement, c'est très difficile d'observer directement le rayonnement de Hawking. L'autre réalisation expérimentale dont je voudrais vous parler, bah, c'est de vérifier un analogue de la superradiance. Donc pour la superradiance, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on a un vortex, donc un écoulement en rotation. Un petit peu comme celui que je vous ai montré avec le canard, sauf qu'au lieu de s'écouler sans rotation, bah, ça tourne. C'est un petit peu ce que vous allez obtenir quand vous enlevez la bande de votre baignoire, qui a assez d'eau. Bah oui, a priori, ça va se mettre à tourner. Donc, on fait ça de manière bien calibrée, et on envoie une onde plane, donc des vagues, qui arrivent vers le trou noir. Alors pour le traitement des données, bah, c'est un petit peu compliqué mathématiquement, mais ce qu'ils ont fait, bah, c'est que c'est décomposer cette succession de vagues qui arrivent de manière plane, en fait de dire que c'était égal à une somme de modes qui tournent dans un sens ou de modes qui tournent dans l'autre sens. Donc de modes qui tournent dans le sens du trou noir, enfin de l'écoulement, et de modes qui tournent dans l'autre sens. Pour ceux qui ont déjà vu ça en maths, bah, c'est un petit peu l'équivalent de la transformée de Fourier, où on peut montrer par exemple qu'un signal carré, c'est une somme de sinus ou de cosinus. Bah, là, on fait un petit peu la même chose, mais dans le plan, avec des trucs qui tournent. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a fait la décomposition, bah, on regarde chaque mode, on regarde son énergie avant qu'il rencontre le trou noir, et son énergie après. Donc dans cette zone-là, bon, on a la décomposition, ça mathématiquement, ça se fait. Dans cette zone-là, on voit bien qu'on n'obtient pas la même chose qu'ici. Bah oui, il est fait du trou noir. Et du coup, on regarde quelle est l'énergie de chaque mode après être passé dans le trou noir. Et on divise par l'énergie avant d'être passé par le trou noir. Et du coup, qu'est-ce que ça donne comme donnée? Ah pardon, excusez-moi, je suis un peu vite. Le dispositif expérimental, bah, c'est à peu près ça. Donc là, on a la grande cuve avec l'écoulement en rotation au milieu. Là, vous voyez en gros plan. Au-dessus, ici, on a une caméra qui filme la surface de l'eau. On fait le traitement de données. Là, ici, bah, il y a le trou noir en plein milieu de la surface de l'eau. Et du coup, on envoie les ondes planes, on décompose en mode tournant, et on regarde ce qu'on obtient. Et ce qu'on obtient, c'est ça. Alors, c'est peut-être pas très impressionnant, mais j'imagine que l'équipe expérimentale, quand ils ont trouvé ça, ils devaient être particulièrement heureux. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, là, vous avez les modes de la décomposition, donc les modes des ondes planes. Alors, ils ont regardé, ils ont vu qu'en termes d'énergie, bah, ils pouvaient regarder seulement ces 5 modes-là. Il y a très peu d'énergie dans les autres modes. Ça, c'est un mode qui ne tourne pas. Puis là, il y a les modes qui tournent dans le sens opposé au trou noir. Et là, les modes qui tournent dans le même sens que le trou noir. Et plus on augmente la valeur absolue de M, bah, plus il tourne vite. Le mode, si vous voulez. Et en ordonnée, qu'est-ce qu'on trace? Ben, on trace l'énergie de ce mode après être passé dans le trou noir, divisé par l'énergie qu'il avait avant le trou noir. En l'absence de rotation, c'est les losanges bleus, on obtient cette courbe-là. Bon, c'est pas étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tous les modes ont perdu de l'énergie en traversant le trou noir. Il y a de l'énergie qui est rentrée dans le trou noir. Donc on s'attend bien à avoir une valeur plus petite que 1 pour chaque mode. Chaque mode a perdu de l'énergie. Et par contre maintenant, quand on met un écoulement en rotation, donc on a cet écoulement comme dans votre baignoire, ben, qu'est-ce qu'on observe? On observe certes qu'il y a les modes qui tournent dans le même sens que le trou noir, ben, qui perdent de l'énergie. Par contre, ces deux modes-là, ben, eux, gagnent de l'énergie. Et on a même une énergie supérieure dans ces modes-là que l'énergie qui avait été envoyée. Donc ça, c'est une preuve expérimentale de la superradiance. Donc cette prédiction théorique de Penrose autour des trous noirs, ben, on a pu la vérifier expérimentalement dans ces écoulements d'hydrodynamique. Et donc ça m'amène à la conclusion de mon exposé. Et donc ce que j'aimerais que vous reteniez un petit peu, ben, c'est que les trous noirs, déjà, ce sont des objets fascinants en astrophysique. La raison pour laquelle ce sont des objets fascinants, c'est que ça met en jeu des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Et donc, en termes de physique, pendant un moment même, on ne pensait pas que ça pouvait exister, qu'il y avait une raison fondamentale qui empêcherait leur existence. Mais, c'est que ce sont des objets très massifs, qui concentrent de la masse dans un rayon plus petit que le rayon de Schwarzschild. Et donc, à cause de cette concentration de masse dans un petit rayon, ben, il y a courbure de l'espace-temps. Et l'espace-temps est tellement courbe que la lumière se retrouve piégée dans le trou noir. On sait qu'ils existent, ce sont des preuves indirectes, donc l'étude du mouvement des planètes ou des étoiles autour, le phénomène de l'antigravitationnel qui courbe les rayons lumineux, et les ondes gravitationnelles que l'on a détectées très récemment. Mais surtout, là, le plus intéressant, c'est que l'on sait maintenant que grâce à la gravitation analogue, on peut faire des expériences sur Terre pour vérifier les prédictions théoriques qui correspondent
à la physique des trous noirs. Par exemple, le rayonnement de Hawking ou la superradiance. Et donc mon tout dernier transparent, je voudrais conclure avec une citation de Chandrasekhar, un physicien indien, qui nous dit que les trous noirs de la nature sont les objets macroscopiques, forcément ils ont une taille immense, les plus parfaits de l'univers, dans le sens où on a besoin de très très peu de paramètres pour les décrire. Et mon tout dernier mot sera pour remercier un ami, le docteur Antonin Coutan, qui est en train de travailler en ce moment sur ces thématiques-là, qui m'a donné l'idée de faire cette conférence, et pas mal de conseils et de visions de l'intérieur de ce qu'est la gravitation analogue. Et pour finir, je vous remercie vous pour votre attention.